On avance. Vous êtes là? Oui, Allez, on continue avec la dernière partie. On va parler un peu de bactéries. On a parlé au départ des, des mycobactéries. Un groupe particulier, on a parlé de lui parce qu'ils ont des caractéristiques un peu particulières. Puis on a enchaîné avec les virus, surtout le orthomyxovirus influenza, le virus de la grippe qui est responsable de beaucoup d'infections. Le contexte particulier qu'on vit avec les coronavirus. Maintenant, on va parler des bactéries, des pneumopathies bactériennes. Donc, les pneumopathies bactériennes. Donc, les objectifs des différents enseignements, vous devez savoir quels germes sont responsables de ces pneumopathies, quel type de prélèvement, si je dois indiquer un prélèvement, quel est le prélèvement que je dois indiquer en fonction de la recherche étiologique, et bien sûr, quelles sont les différentes méthodes, c'est-à-dire pour vous, pour un étudiant, il doit savoir, je cherche une tuberculose, c'est pas demain que je dois rechercher le résultat de la culture. Je sais que la tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, 24 heures, je peux demander un résultat microscopique, mais je ne peux pas demander un résultat de culture. D'accord? Donc, il faudra savoir quels sont les germes devant un patient qui présente une symptomatologie, quels sont les germes qui peuvent être incriminés, quels sont les tests que je peux pratiquer, quels sont les prélèvements que je dois pratiquer pour ces tests, et bien sûr, quels sont les délais de réponse, bien sûr, prendre en charge quand est-ce que savoir passer la main. Les pneumonies ou pneumopathies, cause importante de morbidité et mortalité. C'est une des premières causes de consultation en médecine. À côté des infections urinaires, c'est les deux symptômes majeurs, donc c'est les deux causes de consultation en médecine générale. Le diagnostic et le traitement se fait en général, c'est en ambulatoire, et il y a un intérêt de mettre en place des algorithmes d'aider pour la décision. Parce que, si vous vous rappelez, donc, un patient qui se présente, des symptômes respiratoires, est-ce qu'il y a des signes de gravité? Est-ce que ce patient, je dois le mettre ou pas sous traitement antibiotique? Et est-ce qu'il doit être, oui ou non, hospitalisé? Bien sûr, en ambulatoire, quand on dit en ambulatoire, et savoir quand est-ce qu'il faut passer la main. D'accord? Pour l'hospitalisation, puisque si on décide de voir en ambulatoire, en exercice libéral ou dans une structure de santé, savoir quand est-ce qu'il faut passer la main, et voilà. Les infections respiratoires basses sont regroupées en bronchite, surinfection de bronchopulmonaire et les pneumonies. Le terme pneumonie désigne toute infection du parenchyme pulmonaire. Bien sûr, vous avez deux entités communautaires par opposition à ce qui est nosocomial. Donc, communautaire par opposition nosocomiale. Quand on dit nosocomial, c'est tout ce qui est acquis au milieu hospitalier. D'accord? Et vous savez qu'en matière d'infection nosocomiale, on ne parle plus de terme nosocomial, on parle plus d'infection associée aux soins. Maintenant, on parle plus de tout ce qui est rapporté, tout ce qui est rattaché aux soins. Donc, à partir de là, on a deux entités cliniques. D'accord? Il y a les pneumonies alvéolaires typiques et les pneumonies interstitielles dites atypiques. Pourquoi cette distinction? Parce qu'on peut avoir une origine. Donc, le diagnostic d'une pneumopathie, donc d'une pneumonie communautaire, doit être évoqué chez un patient qui présente des signes généraux, des signes respiratoires et absence de symptômes ORL. La radiographie du thorax peut être pratiquée, elle permet d'orienter le diagnostic. Donc, vous avez un peu cette distinction entre le typique et le atypique. C'est surtout en matière de début brutal, avec des signes respiratoires et expectoration purulente, un foyer crépitant à l'examen microscopique, à l'inverse de la clinique qui n'est pas évocatrice pour les syndromes atypiques. Il est dit atypique parce que il n'est pas. Donc, en matière de germes qui sont incriminés, quand on parle de germes qui sont incriminés, de tableau typique, le premier germe à incriminer, c'est le pneumocoque. Le pneumocoque, il est responsable, c'est le germe le plus fréquent. Il décrit donc qu'il est responsable d'un tableau typique de PFLA, pneumonie franche lobaire aiguë.
surtout grave chez les sujets âgés. C'est un commensal qu'on peut retrouver au niveau des voies aériennes. Et vous voyez, à la coloration de grade, il se présente sous forme d'un aspect caractéristique en 8 O. Donc des coccyx, c'est des coccyx en chaînette, se présentant en chaînette. Voilà, donc au niveau du crâne. Cette transmission se fait par contact direct des voies respiratoires. Docteur, on ne vous entend pas. Vous m'entendez là? Oui. Très bien, on continue. Oui. Donc, le pneumocoque, pour revenir, le pneumocoque, c'est un germe qui se caractérise par, donc, comme vous voyez, c'est un gram positif. C'est un diplocoque. C'est des coques qui sont un peu allongées, qui donnent l'aspect d'une flamme de bougie. Donc, le tableau caractéristique, c'est la PFLA. Surtout chez le sujet âgé, diabétique et éthylique, c'est un commensal des voies respiratoires. Au niveau caractéristique, qu'est-ce qui caractérise ce germe? C'est l'hémolyse. Quand on parle de pneumocoque ou de streptocoque, c'est la caractéristique d'hémolyse. Vous voyez sur la diapositive, en haut, c'est ce qu'on appelle les pneumocoques. C'est un streptocoque alpha-hémolytique. Vous voyez que la gélose au sang, elle est devenue verdâtre autour des colonies. Alors qu'en bas, vous voyez, elle est blanchâtre. D'accord? Donc, on va nous mettre un peu plus en détail tout à l'heure, mais on sait que le pneumocoque, c'est un germe responsable de cette pathologie, donc des pneumonies. Il est alpha-hémolytique. On peut le rechercher, ce pneumocoque, peut être responsable, responsable de ces infections. Il est détecté par la recherche de ce germe fait l'ECB du crachat. Donc, l'ECB du crachat. À l'examen direct, on mettra en évidence des grammes positifs. On fait une culture. Je peux détecter les antigènes urinaires. On peut détecter certains germes éliminent leurs antigènes au niveau urinaire, même s'il s'agit d'une atteinte respiratoire. Dans certaines situations, on peut trouver des germes au niveau, pas des germes, les antigènes sont éliminés par voie urinaire. Et au besoin, on peut pratiquer des hémocultures, même si le rendement d'hémoculture est faible. Mais dans certaines situations, dans les infections graves, on peut détecter le pneumocoque quand il y a un passage au niveau sanguin. D'accord? Donc, vous avez le germe, c'est l'ECB du crachat, qui permet la détection. Ce qui est particulier un peu au pneumo, généralement, c'est une bactérie sensible, parce que les streptocoques et les pneumocoques sont réputés pour être des bactéries sensibles. Par contre, la caractéristique majeure du pneumocoque, c'est ce qu'on appelle la sensibilité diminuée aux pénicillines, ce qu'on appelle les PSDP. Donc, quand on a une infection à pneumocoque, il faudra bien lire l'antibiogramme et essayer de rechercher la présence éventuellement d'une souche pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline, parce que c'est le traitement de choix. Et vous voyez dans le tableau, c'est les concentrations d'antibiotiques. Voilà, ce qui vous permet de suspecter d'accord, de suspecter éventuellement si vous êtes en face ou non de sensibilité diminuée. Et là, vous voyez les différents tests. Donc, on peut réaliser un antibiogramme classique par les disques. Vous voyez les disques ronds, vous avez ce qu'on appelle les diamètres d'inhibition. Les diamètres d'inhibition, c'est la zone d'inhibition autour du disque d'antibiotique. Par exemple, en haut à droite, vous voyez, c'est un antibiotique qui est inefficace. À côté, c'est un antibiotique efficace parce qu'il y a une zone d'absence de culture. Les deux bandelettes, ce qu'on appelle les CMI, les concentrations minimales inhibitrices, ça permet, vous voyez, le gradient, donc tout autour, vous voyez l'amoxicilline, le MIC, c'est-à-dire CMI, minimal inhibitrice concentration, c'est 0,016 mg par litre. Voilà, ça correspond à la plus faible concentration inhibitrice. Par contre, à côté, c'est 1 mg, donc c'est
C'est une souche qui peut être L'écran est de vert, sensibilité. Vous arrivez à docteur. suivre? L'écran est vert. Qu'est-ce qu'il a l'écran? Ah, ok, ça y est, C'est bon, C'est bon, c'est c'est réglé? réglé. Réglé, Oui. oui. Très bien. Oui. Donc, en matière de pneumocoque, c'est important de savoir. Le patient est infecté, vous êtes devant une souche de sensibilité diminuée ou de souche de sensibilité normale. Parce que le traitement de choix, c'est les bêta-lactamines de type pénicilline. Et là, vous avez divers tests qu'on peut pratiquer, le antibiogramme classique et bien sûr la réalisation des CMI. C'est la détection des CMI qui vous permet de dire présence ou absence d'une souche de sensibilité diminuée. Le deuxième germe qu'on peut suspecter, c'est l'Haemophilus influenza. L'Haemophilus influenza, son nom l'indique, c'est un germe qui aime, à différencier de l'orthomyxovirus influenza. D'accord? C'est pas, c'est un virus, là devant, on est devant une bactérie. L'Haemophilus influenza, c'est un petit bacille à gram négatif. D'accord? À gram négatif, son nom Haemophilus, c'est une bactérie qui aime le sang, c'est-à-dire qu'elle aime elle nécessite la culture, sa culture nécessite la présence de sang. Pourquoi la présence de sang? Parce que le sang va apporter les éléments nutritifs nécessaires, les éléments nécessaires à la culture. C'est pour ça qu'on l'aime Haemophilus. Philus, il aime le sang pour sa culture. C'est clair? Donc, en fonction des différents caractères, on distingue 6 sérotypes et 8 biovares. Les sérotypes, c'est important. On sait qu'il y a un sérotype invasif qui s'appelle l'Haemophilus influenza de type B. Vous voyez en bas, c'est l'agglutination sur l'âme qui permet de détecter les sérotypes. Et comme vous le savez, le sérotype, la vaccination, il y a un Haemophilus de type influenza de type B qui a été introduit. C'est le sérotype le plus invasif et il est responsable surtout de méningites, surtout chez l'enfant et chez le nourrisson. Le troisième germe, Staphylococcus aureus. Le Staphylococcus, c'est un cocci à gram positif. On appelle aureus parce qu'il est producteur d'un pigment. Il est producteur d'un pigment spécifique. La sévérité de l'infection staphylococcique résulte du caractère nécrotique de l'infection qui complique l'infection et elle est due souvent à la présence d'une toxine spécifique puisque le staphylocoque peut être producteur de plusieurs types, soit de substances, soit de toxines. Une des toxines les plus graves, c'est la PVL, la Pantane-Valentine leucocidine, donc staphylococcique, c'est une toxique qui a un caractère nécrotique. Et elle se caractérise par une évolution fulminante avec un risque d'installation d'un état de choc. Legionella pneumophila, ce qu'on appelle ce germe a été appelé Legionella pneumophila, responsable d'une maladie qui s'appelle légionellose, c'est la maladie des légionnaires. Pourquoi maladie des légionnaires? L'histoire de cette maladie, c'est que elle a été découverte par rapport aux légionnaires. Donc son nom, elle le doit aux légions, donc à la Légion d'honneur. Suite à des réunions, donc il y a plusieurs légionnaires, il y a eu des infections. Des pneumopathies, on a isolé un germe. Ce germe a été nommé Legionella. Donc, c'est une maladie, c'est une bactérie du milieu hydrique. Donc, pour rappeler, la cause de contamination de ces légionnaires lors de leur réunion, c'était le système de climatisation. D'accord? À partir de là, donc on définit donc bactéries du milieu hydrique.
On la retrouve dans les systèmes de climatisation, les conduites d'eau chaude, les lacs, etc. C'est une incubation, la phase d'incubation, elle est de 2 à 10 jours. Il n'y a pas de contamination interhumaine, c'est-à-dire pas de contamination interhumaine. Pas de contamination interhumaine. L'infection n'est pas transmise de l'homme à l'homme. Elle est transmise à partir d'un autre réservoir. Maladie favorisée par certains facteurs de risque, l'âge, le tabagisme, l'insuffisance respiratoire, etc. Le tableau de pneumopathie grave avec une atteinte extensive et la présence de signes digestifs. Le diagnostic de la légionellose ou la maladie des légionnaires se fait soit, donc, le sérodiagnostic, la détection des anticorps, c'est un diagnostic tardif rétrospectif. Le pic est obtenu le plus tôt 3 à 4 semaines après le début de l'infection. On peut faire la détection des antigènes par l'immunofluorescence à partir d'un prélèvement, le LBA, le lavage broncho-alvéolaire. On peut faire une culture sur milieu spécifique, donc le milieu BCY, milieu au charbon. Les techniques de PCR également, et enfin, la détection des antigènes urinaires. C'est comme le pneumocoque, nous avons aussi la possibilité de détecter sur le plan, nous avons la possibilité de détecter les antigènes urinaires de cette bactérie. Donc la détection des antigènes dans le Legionella pneumophila dans les urines, surtout le sérogroupe, résultat en 1 heure rapide. Les mycoplasmes pneumonia, surtout l'adulte jeune, l'évolution, elle est bénigne. C'est un germe intracellulaire, donc ce n'est pas la peine, il n'y a pas un intérêt, un examen direct, sauf si on récolte des cellules, parce qu'il faudra récolter des cellules épithéliales pour pouvoir observer ces germes. Le diagnostic sérologique, c'est l'élévation des titres des anticorps sur un intervalle de 15 jours, mais le diagnostic, il est apporté surtout par la PCR. Il faut rappeler que cette bactérie est dépourvue de parois, ce qui fait qu'elle est résistante aux antibiotiques agissant sur la paroi, mais c'est une bactérie fragile du fait qu'elle n'a pas de paroi. Son diagnostic, bien sûr, à partir des prélèvements nasopharyngés et de LBA, les kits de PCR, la présence aussi, donc, la mise en culture, qui reste difficile mais praticable, et le traitement repose sur la prescription